chaque année, 60 à 80 milliards d'euros manquent à notre pays du fait de la fraude et de l'évasion fiscale. Chaque année, 1000 milliards d'euros manquent à l'Union européenne du fait de la fraude et de l'évasion fiscale. C'est la Commission européenne elle-même qui l'admet. Je crois que nous ne pourrons pas survivre si les États européens se livrent encore longtemps à une telle concurrence déloyale et agressive. Alors parfois il y a de bonnes lois, mais même lorsqu'elles sont adoptées, ce qui est rare, le Conseil constitutionnel les censure au nom du droit de propriété, au nom de la liberté d'entreprendre. Ça a été le cas des dispositions qui imposaient aux cabinets fiscaux de divulguer les schémas d'optimisation fiscale. Et ça a été aussi, dans un registre différent, la loi qui permettait aux défenseurs des droits de soutenir les lanceurs d'alerte. Cette loi a été censurée. De même, on n'a jamais établi de liste véritable des paradis fiscaux. C'est toujours un exercice diplomatique et hypocrite. Et pourtant, l'égalité devant l'impôt fait partie des fondements de notre pacte républicain. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que la contribution commune doit être également répartie entre tous les citoyens à raison de leurs facultés. Par ailleurs, en même temps, l'État poursuit des grands projets inutiles et imposés. Par ailleurs, l'État a concédé des autoroutes à des grandes sociétés, les péages ont augmenté de 20% en 10 ans, mais seule la rente de ces sociétés a été améliorée sans aucun bénéfice ni pour l'État ni pour les automobilistes. Le contrat CICE devait avoir un volet emploi, il a été très coûteux, sans aucun contrôle et sans aucune contrepartie. Donc dans ces conditions-là, on peut concevoir qu'il y a un sentiment d'injustice fiscale, d'autant plus qu'à cette injustice fiscale s'ajoute l'écart entre les idéaux qui sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et dans celle de 1946 qui proclame des droits économiques et sociaux. Songez qu'en 1946, on proclamait que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Donc, dans ces conditions, se pose la question d'une légitimité qui pourrait se dissocier de la légalité. Incontestablement, le Parlement, le Président sont élus, ils sont légalement établis, leur légitimité vacille. Peut-être faut-il à un moment songer à renouveler cette légitimité, ce que le général de Gaulle a fait en 1968. Celui-ci était on ne peut plus légitime, historiquement, mais cette légitimité vacillait après un mois de grève, la plus longue de notre histoire. Il a convoqué des élections à l'Assemblée nationale. La question se pose aussi de la résistance à l'oppression. Celle-ci est inscrite dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Quels sont les droits naturels et imprescriptibles de l'homme? La résistance à l'oppression en fait partie. La résistance à l'oppression n'est pas la violence, et c'est une résistance à la violence, et éventuellement une résistance à la violence sociale. Alors, évidemment, c'est un grand impensé du droit. Il n'appartient pas au juge de dire à partir de quel stade la résistance à l'oppression est justifiée. Il appartient encore moins à Anticor de le dire, mais on peut s'interroger aujourd'hui sur le point de savoir si ce droit qui est impensé, mais qui existe, ne fonde pas certaines manifestations de nos concitoyens qui en ont assez des rapports de force tels qu'ils s'inscrivent aujourd'hui dans l'État, qui en ont assez de voir une partie de la richesse s'évaporer alors qu'elle pourrait servir aux écoles, aux universités, aux hôpitaux, à la justice.